Enlève immédiatement ces morceaux de ferraille de ta poitrine. As-tu l'intention de porter cette tenue hideuse, pour polluer le mariage de ma fille? Les lourdes mains de mon père ont frappé violemment le devant de mon uniforme de cérémonie militaire. Ses doigts manucurés ont éraflé brutalement les médailles de combat, que j'avais passé la moitié de ma vie à gagner. Je me tenais dans le couloir ombragé du country club, la mâchoire serrée, pendant que ses yeux me transperçaient, comme si j'étais une maladie contagieuse. Je préférerais dire aux invités que tu es morte dans un fossé quelque part, plutôt que d'admettre qu'un raté monstrueux comme toi ait de mon sang. Il a sifflé, les dents serrées, crachant presque sur mon col. Ta place est à cette table dans le coin, à côté de la poubelle près de la sortie de secours. Retourne là-bas, ferme ta bouche, et ne montre pas ton visage pour traîner cette famille dans la boue. Il a tourné les talons, ses chaussures en cuir hors de prix claquant sur le marbre, et s'est dirigé vers la scène centrale. Instantanément, il a affiché un sourire chaleureux et faux sur son visage, pour accueillir ses riches investisseurs. À travers la grande arche, ma sœur Chloé a croisé mon regard, et a eu un sourire narquois, un regard de pur dégoût. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à me brûler. Ils n'en avaient aucune idée. Ils n'avaient aucune idée que le marié qu'ils étaient en train de vanter, était ce même soldat en sang, que j'avais extirpé des décombres en feu d'une zone de guerre au Moyen-Orient. J'ai ajusté mon col. Je n'ai pas reculé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, et quelle heure il est chez vous. Tout a commencé 3 semaines plus tôt. Par une nuit d'un silence de mort sur la base. 2 heures du matin. J'étais assise à mon bureau en métal, à l'intérieur du bureau de commandement, faisant défiler des images de surveillance par drone sur un moniteur classifié. Les tubes fluorescents au-dessus de moi bourdonnaient de ce bruit blanc et plat, qui transforme n'importe quel endroit en morgue. Une tasse de café froid et racitronnait, intacte, près de mon coude. Le commis de nuit a frappé 2 fois, a poussé la porte en acier, et a fait glisser une enveloppe blanche impeccable sur mon bureau, sans un mot. Je l'ai prise. Le papier était épais, cher, avec des bords gaufrés en or. L'invitation au mariage de Chloé. Je l'ai ouverte, et le nom sur la ligne du marié m'a coupé le souffle. Capitaine Marcusset. Ce même Marcusset, que j'avais porté sur mon épaule cassée sur 6 miles, près de 10 kilomètres, en territoire ennemi. Ce même homme, dont le sang avait séché sous mes ongles dans un bassin syrien. J'ai longuement fixé la calligraphie élégante. Mon nom ne figurait nulle part sur la liste officielle des invités. À la place, un post-it jaune avait été collé sur le rabat intérieur, avec l'écriture dure et irrégulière de mon père, reviens, et essaie de te comporter comme un être humain. Pas de grade, pas de titre, pas de « chère Diana ». Juste un ordre, émanant d'un homme qui n'avait pas composé mon numéro depuis 10 ans, me rappelant comme un chien qui s'était trop éloigné de la cour. Il ne voulait pas d'une fille à ce mariage. Il voulait un accessoire, pour prouver que sa famille n'était pas brisée. J'ai passé mon doigt sur son écriture grossière. La texture de l'encre était rugueuse, pressée fort dans le papier, à l'image de la façon dont il s'imposait avec force dans tout ce qu'il faisait. La mémoire musculaire m'a frappé avant que je puisse l'arrêter. J'avais de nouveau 9 ans, debout devant la porte verrouillée de son bureau lambrissé de noyer. Il recevait ses partenaires du country club pour fumer des cigares et boire du brandy. J'avais frappé, parce que je voulais lui montrer un score parfait à mon test de mathématiques. La serrure a cliqué, la porte s'est entrebâillée de 3 pouces, et son visage est apparu, rougi par le bourbon. Il a baissé les yeux sur la feuille d'examen froissée dans ma petite main, et sa lèvre s'est retroussée. Il a attrapé le cadre de la porte et s'est penché, jusqu'à ce que je puisse sentir le tabac sur son haleine. Pas maintenant, Diana. Tu n'es pas présentable. La porte s'est fermée. Le verrou a tourné. Je suis resté dans ce couloir sombre pendant 20 minutes, tenant cette feuille d'examen, et écoutant les hommes à l'intérieur rire du prix des actions. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans la cuisine, du poulet froid sur une assiette en carton. La gouvernante était déjà rentrée chez elle. J'avais 9 ans. J'ai fermé les yeux à mon bureau, prenant une respiration tactique, lente et mesurée. 4 secondes d'inspiration. Pause. 4 secondes d'expiration. Sa voix résonnait dans mon crâne, superposée désormais à des dizaines de souvenirs identiques. Des fêtes d'anniversaire auxquelles je n'étais pas invité, parce que j'étais trop brutal pour les autres filles.
Des pièces de théâtre à l'école où chaque siège de la rangée familiale restait vide. Ce Thanksgiving, quand j'avais 14 ans, où il a dit à ses invités que j'étais la fille de la femme de ménage, parce qu'il avait honte de mes vêtements d'occasion. J'étais une gamine un peu garçon manqué et robuste, dans une maison qui n'accordait de la valeur qu'aux poupées de porcelaine. Ce Noël où j'avais 16 ans, il avait acheté à Chloé un cabriolet flambant neuf, avec un nœud rouge sur le capot. À moi, il avait tendu une enveloppe blanche toute simple, avec 200 € en espèces et un mot qui disait « Achète-toi quelque chose de convenable ». J'ai utilisé cet argent pour acheter une paire de chaussures de travail à bout d'acier, et un billet de bus pour le bureau de recrutement de l'armée, le jour de mes 17 ans. Il a signé le formulaire de consentement parental sans le lire. Il n'a pas demandé où j'allais. Il a juste signé son nom, et a repris son journal. Le fantôme de sa voix répétait la même phrase, de 100 manières différentes, dans 100 pièces différentes, une erreur génétique. J'ai jeté l'invitation directement dans la poubelle métallique. Le papier épais a résonné contre l'acier. La lourde porte en chêne de mon bureau s'est ouverte brusquement. Le général Sterling est entré, ses bottes claquant lourdement contre le linoléum. C'était un homme grand, avec une mâchoire qui semblait avoir été taillée dans le flanc d'une montagne, et des yeux à qui absolument rien n'échappait. Il a remarqué la carte à lettres dorées qui dépassait de la poubelle. Il s'est baissé, l'a sortie, et a lu le post-it. Sa mâchoire s'est contractée. « Vous n'allez pas fuir éternellement, n'est-ce pas, Diana ?» a-t-il dit, sa voix résonnant comme un grondement sourd et autoritaire. J'ai gardé les yeux fixés sur mon moniteur. Je n'appartiens pas à leur monde, monsieur. Il a claqué violemment l'invitation sur mon clavier. Les touches ont cliqueté. Vous avez affronté les ennemis les plus brutaux de cette planète. Ne laissez pas votre propre sang, vous volez le droit de garder la tête haute. Il a tapoté l'invitation avec son gros index. Allez défendre votre périmètre. J'ai levé les yeux vers lui. Ses yeux ne contenaient aucune pitié, seulement cette même attente implacable qu'il manifestait avant chaque briefing de mission. Il a fait un signe de tête bref et est sorti, refermant la porte derrière lui. Je suis resté là pendant une minute entière, à fixer l'invitation sur mon clavier. Puis je me suis levé, exécutant un salut militaire impeccable à l'attention de la pièce vide. Je suis retourné à la caserne, et j'ai sorti mon sac marin kaki délavé, dessous le lit en métal. Je n'ai pas emballé de robe civile. Je n'ai pas pris de talons, ni de bijoux, ni rien de ce qui aurait pu mettre Arthur Miller à l'aise. J'ai emballé mes bottes de combat, mes rubans de service, et mon uniforme de cérémonie de l'armée. Les boutons en laiton ont cliqueté les uns contre les autres, à l'intérieur de la lourde toile. J'ai zippé le sac, le bruit métallique résonnant sèchement dans la pièce silencieuse. Je l'ai jeté sur mon épaule, sentant ce poids familier s'installer contre ma colonne vertébrale. Je retournai au domaine des Miller, non pas comme une enfant brisée, mais comme un commandant. L'avion de ligne commerciale a vibré en traversant une zone de turbulence, et j'ai agrippé la coudoir de ma main gauche, mes jointures s'élargissant contre le plastique bon marché. Le bourdonnement des moteurs à réaction remplissait la cabine, comme un grognement bas et constant. J'ai fermé les yeux. Le son a changé. Le bourdonnement s'est intensifié, pour devenir le rugissement assourdissant d'un hélicoptère Black Hawk. Et soudain, j'étais de retour dans le bassin syrien, 2 ans plus tôt. Assise dans le ventre d'un convoi blindé, traversant une vallée étouffée par la poussière. L'engin explosif improvisé, IED, a explosé sans prévenir. L'onde de choc nous a frappés comme un train de marchandises, me projetant violemment sur le côté, contre le blindage intérieur. J'ai entendu ma clavicule se briser, avant même de le sentir. Un éclair blanc de douleur m'a déchiré l'épaule gauche, et ma vision s'est troublée. La poussière et la fumée se déversaient par la coque fissurée. La radio crépitait de cris bruts et désespérés. À travers les sifflements dans mes oreilles, j'ai entendu le rapport, un jeune lieutenant, Marcus A., était coincé sous un camion de transport en feu, à 200 mètres plus loin. Les tirs ennemis pleuvaient depuis la crête. J'ai ouvert la trappe arrière à coups de pied. La chaleur torride du soleil du désert m'a frappé le visage comme un fourneau grand ouvert. L'air avait un goût de soufre et de caoutchouc brûlé. Je pouvais voir le camion renversé, une fumée noire s'échappant du bloc moteur en ébullition. Les flammes léchaient le châssis, se dirigeant vers le réservoir de carburant rompu. Marcus était quelque part sous ses décombres. J'ai attrapé mon fusil avec mon bras valide, ma clavicule cassée grinçant à chaque pas, et j'ai couru à travers les tirs croisés. Les balles sifflaient près de ma tête,
soulevant des panaches de sable. Je ne me suis pas arrêté. J'ai plongé dans le cratère de l'explosion, à côté du camion. Marcus était sur le dos, les jambes coincées sous une poutre en acier tordu. Le sang imbibait le sable sous lui, sombre, et se propageant rapidement. Son visage était gris, ses lèvres gercées, ses yeux révulsés par le choc. Le réservoir de carburant sifflait au-dessus de nous, laissant échapper un mince filet d'essence qui s'accumulait déjà près des flammes. J'ai remis mon arme dans son étui, et je suis tombé à genoux. J'ai utilisé mes mains nues pour creuser dans les décombres, qui sentaient la poudre à canon, pour l'arracher à la faucheuse de la mort. Mes ongles se sont déchirés contre le métal déchiqueté. Le sang de mes doigts en lambeaux s'est mélangé au sable du désert, le transformant en une pâte sombre. J'ai attrapé la poutre en acier à deux mains, ma clavicule cassée hurlant de douleur, et j'ai soulevé. La poutre a bougé de 3 pouces, environ 7,5 cm. Suffisant. J'ai glissé mon bras valide sous le gilet de Marcus, et je l'ai dégagé, juste au moment où le réservoir de carburant derrière nous s'enflammait, dans un souffle sourd et affamé. La vague de chaleur m'a roussi la nuque. « Je te tiens », ai-je grogné, en hissant son corps inerte sur ma bonne épaule. Il pesait près de 90 kilos, 190 livres. Ma clavicule était fracturée à 2 endroits. Le point d'extraction avait été envahi. Nous devions nous déplacer à pied. J'ai porté Marcus pendant 6 miles, à travers le territoire hostile, au cœur de la nuit. Le terrain était un cauchemar d'oued peu profond et de lignes de crête exposées. Chaque pas envoyait un éclair de douleur fulgurante, de mon épaule jusqu'au bout de mes doigts. Le sol du désert était jonché de rochers et de broussailles, qui déchiraient mes bottes. Il oscillait entre conscience et inconscience, sa tête ballottant contre mon dos. 2 fois, il a essayé de parler, sa voix n'étant qu'un râle humide, « Laissez-moi, colonel. Je vous ralentis. » Je n'ai pas répondu. J'ai gardé ma main pressée contre la blessure sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur palpiter contre ma paume. Faible, mais constant. Je comptais chaque battement comme un métronome, l'utilisant pour rythmer mes pas. Une pulsation, un pas. Une pulsation, un pas. Pendant 6 miles. Vers le kilomètre 4, Marcus a arrêté de s'excuser. Sa main a agrippé l'arrière de mon gilet, avec tout ce qui lui restait de force, et il a tenu bon. Cette prise était la seule chose qui me permettait d'avancer. Pas pour moi, mais pour lui. Parce que s'il tenait encore bon, c'est qu'il était encore en vie. Quand l'hélicoptère d'évacuation sanitaire, Medevac, nous a enfin rejoints au point d'extraction secondaire, je me suis effondré à genoux dans le sable. Les infirmiers ont détaché Marcus de mon épaule, et l'ont chargé sur la civière. Sa main a attrapé mon poignet alors qu'il le soulevait. Sa prise était faible, mais ses yeux étaient clairs. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Il a juste serré, et j'ai serré en retour. C'était le langage de ceux qui avaient saigné ensemble. Les mots, c'était pour les civils. Marcus a été promu capitaine 3 mois plus tard. Il n'a jamais oublié. Il m'envoyait une lettre chaque mois, écrite à la main sur du papier blanc uni, me tenant au courant de sa convalescence, de sa physiothérapie, de son retour en service. J'ai gardé chacune de ces lettres, dans un tiroir verrouillé à la base. C'était le seul courrier que j'ai jamais reçu, qui ne soit pas accompagné d'une insulte. Le train d'atterrissage de l'avion a violemment frappé le tarmac dans une secousse brutale, et mes yeux se sont ouverts brusquement. Ma main gauche agrippait toujours la coudoir. Une douleur sourde pulsait dans ma clavicule guérie. La vieille fracture réagissait à l'impact soudain, comme un fantôme me rappelant qu'elle était toujours là. Le souvenir s'est estompé, mais la lucidité qu'il a laissée derrière lui, était glaciale. Marcus était en vie parce que je refusais d'abandonner un de mes hommes. Ma famille m'avait abandonné le jour de ma naissance. J'ai levé le bras et j'ai tiré mon sac de voyage usé du compartiment supérieur. Ma posture était rigide, ma mâchoire serrée. Je suis descendu de l'avion, affrontant l'air mordant de l'automne de ma ville natale. J'étais complètement seul, mais j'étais armé. J'ai garé la voiture de location bon marché à la fin de la longue allée de gravier. Le moteur cliquetait en refroidissant. Le domaine Miller se dressait devant moi, un manoir colonial de 3 étages, posé sur 4 acres de terrain parfaitement entretenus. C'était comme un monument dédié à tout ce que mon père vénérait. Des haies parfaitement taillées, façonnées en motifs géométriques. Une fontaine en marbre avec un aigle en bronze, crachant de l'eau par le bec.
4 berlines de luxe bordaient l'entrée circulaire, leur carrosserie polie brillant sous les lumières du Porsche. L'ensemble de la propriété respirait l'argent et le contrôle. J'ai attrapé mon sac de voyage usé sur la banquette arrière, et j'ai monté les grands escaliers de pierre. Je n'ai pas frappé comme une invitée. J'ai appuyé une fois sur la lourde sonnette en laiton, et je me suis tenu au repos, position militaire. Mes mains fermement croisées derrière le dos, la colonne vertébrale droite, le menton aligné avec l'horizon. Le carillon a résonné à l'intérieur de la maison. Des bruits de pas se sont approchés. La lourde porte en chêne s'est ouverte. Mon père, Arthur Miller, se tenait sur le seuil. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon allocation de logement annuel. Il n'avait pas vieilli d'un jour. Son visage était toujours un masque d'autorité rigide et de vanité absolue. Ses cheveux argentés étaient gominés en arrière avec précision, une montre en or accrochant la lumière du Porsche. Ses yeux se sont dardés vers mes bottes de combat éraflées, ont remonté sur mon pantalon cargo délavé et ma veste noire unie, pour enfin s'arrêter sur mes cheveux sans apprêt, tirés en un chignon réglementaire serré. Sa lèvre supérieure s'est retroussée en un rictus de pur mépris, lent et délibéré, comme un homme qui regarde quelque chose collé sous sa semelle. « Je pensais que tu étais morte dans un fossé depuis le temps, » a-t-il dit. 10 ans de silence entre nous, et c'étaient ses premiers mots. Prononcés avec la cruauté désinvolte d'un homme qui signe une lettre de licenciement. Je n'ai pas bronché. Mon rythme cardiaque est resté stable. Je l'ai regardé directement dans les yeux, projetant la froide autorité que j'utilisais face à des combattants hostiles, lors d'un interrogatoire. « Désolé de te décevoir, père », ai-je répondu. Ma voix était complètement neutre. Aucun tremblement, aucune émotion. Juste un fait. Sa mâchoire s'est contractée, les muscles de son cou se sont tendus. Mon absence totale de réaction le rendait visiblement furieux. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à voir la petite fille brisée. Il se souvenait de celle qui mangeait du poulet froid seule dans la cuisine. Au lieu de cela, je me tenais devant sa porte comme un mur en béton armé. Il n'a pas proposé d'étreinte. Il n'a pas tendu la main. Il a donné un coup de menton vers le couloir intérieur, un geste sec et méprisant, et m'a tourné le dos. Il m'a conduite à travers le grand hall, devant le majestueux escalier en acajou, puis le salon de réception, avec ses lustres en cristal et ses meubles importés d'Italie. J'ai catalogué chaque détail avec l'œil exercé d'un officier du renseignement en mission de reconnaissance. Sur le mur au-dessus de la cheminée, était accroché un immense portrait à l'huile d'Arthur et de Chloé, peint sous une lumière dorée. Tous deux souriaient avec une chaleur artificielle. À droite, une vitrine exposait les couronnes de concours de beauté de Chloé, ses prix de sororité, ses articles de magazine encadrés. Chaque étagère était pleine. Chaque surface était astiquée. J'ai scruté le mur entier, chaque cadre, chaque photographie, chaque certificat. Il n'y avait rien de moi. Pas une seule photo, pas une mention, pas même un espace vide où quelque chose aurait été retiré. Je n'avais tout simplement jamais existé dans cette maison. Mon père m'a fait avancer dans le couloir étroit et non éclairé à l'arrière de la maison. Le parquet ciré a laissé place à un lino éraflé. L'air est passé d'une odeur de nettoyant pour acajou et d'agrumes, à l'odeur humide de vieux plâtre. Il s'est arrêté à la dernière porte sur la gauche. La toute petite chambre exiguë, normalement réservée au personnel de nettoyage. Une ampoule nue pendait du plafond. Un lit pliant en métal étroit, avec un matelas fin, était posé contre le mur. Pas de fenêtre, pas de miroir, pas de placard. Il a poussé la porte du plat de la main. Un cafard a filé sur le lino, et a disparu sous le lit. Le dîner de répétition est demain. Ne porte pas ces haillons et ne m'humilie pas, a-t-il ordonné, sa voix gardant le même ton qu'il utilisait pour donner des instructions aux domestiques. Il a marqué une pause sur le seuil, et s'est retourné, ses yeux balayant mon sac de voyage. Et si quelqu'un demande, tu travailles dans la logistique, les archives, rien de plus. Il a claqué la porte sans ajouter un mot. Le bruit de ses pas s'est éloigné dans le couloir, de plus en plus faible, jusqu'à ce que le bruit lointain de la porte du salon qui se ferme, me coupe définitivement du reste de la maison. J'ai laissé tomber mon lourd sac sur le lit grinçant. Les ressorts ont gémi sous le poids. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai lentement pivoté, évaluant les sorties. Une porte, pas de fenêtre, une grille d'aération près du plafond d'à peine 15 cm de large. Les murs étaient assez fins pour entendre les rires étouffés d'une télévision,
provenant de quelque part plus loin dans la maison. Et le rire de Chloé, aigu et insouciant. Je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai délacé mes bottes. Je les ai placées côte à côte sur le sol, les pointes dirigées vers la porte. Une vieille habitude. Prête à bouger en moins de 4 secondes. Je me suis allongé sur le fin matelas, et j'ai fixé l'ampoule nue au-dessus de moi. La lumière bourdonnait faiblement. Un son que je connaissais d'un millier de bases opérationnelles avancées. Familier, froid, à moi. Je suis arrivé au restaurant chic le lendemain soir, à 19h précise. Le voiturier a regardé ma voiture de location, comme si c'était une violation des règles d'hygiène, garée entre les Bentley et les Mercedes. Je suis passé devant lui sans un mot, et j'ai poussé les lourdes portes en verre pour entrer dans la salle à manger. Des lustres en cristal répandaient leur lumière sur des nappes en lin blanc. L'air était lourd, étouffé par l'odeur suffocante de parfums chers et de bœuf wagyu saisi. Des serveurs en gilet noir glissaient entre les tables, portant des plateaux en argent d'amuse-bouche, qui coûtaient plus cher que la paie hebdomadaire d'un simple soldat. J'ai scanné la pièce, de la façon dont je scannais chaque pièce. Les sorties d'abord. Porte de la cuisine à gauche, battant sur des charnières en laiton. Entrée principale derrière moi. Sortie de secours sur le mur du fond, partiellement bloquée par un énorme arrangement floral. Ensuite, j'ai cherché ma place. La famille était installée à une longue table surélevée, au centre du restaurant. Mon père était assis en bout de table. Chloé était assise à sa droite, drapée dans une robe en soie blanche, avec un collier de diamants qui scintillait comme un lustre à part entière. Marcus était assis en face d'elle. Les épaules légèrement voûtées, ses yeux balayant la pièce avec la vigilance silencieuse d'un homme qui a passé trop de temps à chercher des menaces dans des endroits qui semblaient paisibles. Mon marque-place n'était pas à la table familiale. Je l'ai trouvé jeté sur une table bancale pour deux, coincé contre les portes battantes de la cuisine, pile à l'endroit où les serveurs faisaient irruption toutes les 40 secondes, avec des assiettes chaudes. Sur le carton était écrit « Miller » à la hâte et avec une encre baveuse. Pas de prénom, pas de titre, pas de grade. Juste la mauvaise initiale. J'ai tiré la chaise, je me suis assise, la colonne vertébrale plaquée contre le bois, et j'ai croisé les mains sur la table. Chaque fois que la porte de la cuisine s'ouvrait derrière moi, un souffle d'air chaud et gras me frappait la nuque. J'ai observé la table familiale à travers la foule, traquant les mouvements et les conversations, comme s'il s'agissait du flux d'une caméra de surveillance. Chloé a fait son entrée triomphale au centre de la pièce 20 minutes plus tard, paradant entre les tables avec ses demoiselles d'honneur la suivant comme une procession royale. Les diamants autour de son cou coûtaient probablement plus cher qu'un véhicule blindé. Elle s'arrêtait pour recevoir les compliments de chaque table, touchant le bras des invités, avec une affection étudiée pour les caméras. Lorsqu'elle est passée devant ma table près de la cuisine, l'une de ses demoiselles d'honneur, une grande blonde en robe rouge, s'est penchée et m'a pointé du doigt. Elle a chuchoté quelque chose derrière sa main manucurée. Chloé a levé les yeux au ciel, ne prenant même pas la peine de baisser la voix. « Oh, s'il te plaît. » Ce n'est qu'une vulgaire employée de bureau, qui garde des entrepôts ennuyeux. Ne fais pas attention à elle. Elle a fait un geste de la main avec dédain, et a continué à marcher. Les demoiselles d'honneur ont éclaté en rires aigus, leur ricanement perçant le bruit ambiant, comme du verre brisé. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée lente et mesurée. L'eau était tiède. J'ai reposé le verre, et j'ai continué à regarder droit devant moi. Le plat principal est arrivé. Une assiette de steak saignant, le sang s'accumulant sur les bords, avec un brin de romarin flétri qui semblait avoir été jeté là après coup. La table VIP a reçu ses assiettes en grande pompe. Chaque plat était présenté sous une cloche en argent, que les serveurs ont soulevée simultanément. Mon assiette a été glissée devant moi, par un jeune aide-serveur de passage, qui n'a pas croisé mon regard. J'ai pris mon couteau et ma fourchette, et j'ai commencé à couper la viande saignante en carrés parfaits et identiques. Chaque coupe était précise, contrôlée, la lame bougeant avec une exactitude chirurgicale. J'ai mangé en silence, mâchant lentement, observant la pièce. À la table adjacente, un monsieur âgé en costume sombre m'observait depuis une bonne vingtaine de minutes. Il se tenait bien droit, sa posture était rigide, ses cheveux argentés coupés court façon militaire, un style qui n'avait pas changé depuis 40 ans. Un petit pin sur son revers accrochait la lumière, l'insigne d'une ancienne unité, la 3e division d'infanterie. Ses mains étaient burinées, les jointures épaisses et couvertes de cicatrices, par des décennies de service.
Il s'est penché vers moi, sa voix basse et respectueuse. La voix d'un homme qui reconnaissait le grade, même quand il n'était pas affiché. Mademoiselle, vous avez la prestance d'un soldat. La façon dont vous êtes assise, la façon dont vous tenez vos couverts, la façon dont vous scrutez les sorties. Il a fait une pause, étudiant la légère cicatrice visible sur ma main gauche, là où mes ongles avaient été arrachés en Syrie. Avez-vous servi dans la récente campagne? Avant que je puisse répondre, une main lourde s'est abattue sur ma table par derrière, faisant cliqueter mes couverts. Mon couteau à steak a sursauté. Mon père s'est matérialisé à mon épaule. La poitrine bombée, le visage rougi par 3 verres de cabernet. Il a foudroyé du regard ce monsieur plus âgé, le major Davis, avec un rire gras et faux qui a résonné à travers la moitié du restaurant. Mon vieil ami. Que connaît cette morveuse aux campagnes militaires? Elle est la plus grande déception de ma vie. Mon père a tapé avec une force excessive sur l'épaule du major Davis, détournant la conversation loin de moi. Avec la confiance brutale d'un homme, habitué à contrôler chaque pièce dans laquelle il entrait. Le major Davis a froncé les sourcils. Ses yeux allaient et venaient, entre la posture agressive de mon père, et mon visage, qui n'avait pas bougé d'un seul muscle. Le major s'est lentement reculé, baissant le regard vers son assiette. Mais je l'avais capté, la lueur de doute dans ses yeux. La reconnaissance silencieuse, que quelque chose dans l'histoire d'Arthur Miller, ne collait pas. J'ai levé les yeux vers mon père, et je lui ai adressé un unique sourire glacial. J'ai repris mon couteau à steak, et j'ai recommencé à couper. Le matin du mariage, je me tenais devant le miroir fêlé, dans les quartiers des domestiques. L'ampoule nue au-dessus de ma tête, jetait une lumière jaune crue sur mon reflet. J'ai plongé la main dans mon sac de voyage, et j'en ai sorti mon uniforme de cérémonie de l'armée, toujours scellé dans sa housse en plastique. J'ai retiré la housse lentement, le plastique crépitant dans le silence. Le tissu vert foncé était repassé et impeccable. J'avais entretenu cet uniforme de la même manière que j'entretenais mes armes, avec une précision absolue, et une tolérance zéro pour l'imperfection. J'ai enfilé la veste cintrée, boutonnant chaque bouton en laiton, de bas en haut. Chacun d'eux avait été poli la veille, pour briller comme un miroir, à l'aide d'une bande de tissu déchiré d'un vieux maillot de corps, et d'une touche de nettoyant pour laiton que je gardais dans une boîte en fer, au fond de mon sac. J'ai épinglé mon insigne de grade de colonel sur mes épaules, appuyant sur les fermoirs en métal jusqu'à ce qu'ils se verrouillent avec un petit clic. Ensuite, j'ai ouvert le petit écrin en velours qui contenait mes rubans et médailles de combat. La Bronze Star, la Purple-Hat, le Combat Action Badge, la Army Commendation Medal. J'ai aligné chacun d'eux sur ma poitrine avec une précision millimétrique, en utilisant 2 doigts pour mesurer l'espacement, comme on me l'avait appris à West Point. Cet uniforme n'était pas un simple tissu. Il était tissé du sang de mes frères et sœurs d'armes. Chaque ruban représentait une mission accomplie, une vie sauvée, un sacrifice fait en silence. Pendant que ma famille buvait du champagne, et faisait semblant que je n'existais pas, j'ai attaché mes cheveux en un chignon réglementaire serré, plaquant chaque mèche contre mon crâne. J'ai lacé mes chaussures de cérémonie noires polies, en faisant un double nœud, avec le même geste délibéré que je faisais avant chaque déploiement au combat. J'ai regardé mon reflet une dernière fois. La femme qui me dévisageait avait le regard dur, la mâchoire serrée, et la posture de quelqu'un qui a traversé suffisamment de feu, pour ne plus tressaillir face à la chaleur. J'allais à la guerre. Je suis entré dans la grande cathédrale 30 minutes avant la cérémonie. Mes bottes de combat frappaient le sol en marbre, avec un rythme lourd et délibéré, qui résonnait jusqu'au plafond voûté en pierre. Les têtes se tournaient dans les bancs. Des chuchotements ont parcouru les invités rassemblés, comme une vague. Les costumes sur mesure et les robes en soie s'agitaient inconfortablement, alors qu'ils essayaient d'assimiler la vue d'un uniforme de cérémonie militaire complet, descendant l'allée centrale d'un mariage mondain. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi, ma démarche mesurée, mes épaules bien droites. L'embuscade est venue de derrière une massive composition florale, de lys blanc et de rose. Mon père a jailli de l'alcôve près du vestibule, le visage violet de rage, les veines de son cou saillant contre son col empesé. Il a attrapé mon biceps à 2 mains, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans le muscle à travers le tissu épais, et m'a poussé avec force dans l'obscurité de l'alcôve en pierre. L'odeur des cierges d'église brûlées et du pollen de lys se mélangeait à la puanteur aiguë du scotch hors de prix sur son haleine. C'est quoi cette putain de blague? Tu essaies de ruiner le mariage de ta sœur, dans ce foutu costume, a-t-il grogné.
Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses pupilles étaient dilatées. Sa prise s'est resserrée, jusqu'à ce que je puisse sentir la pression individuelle de chaque bout de doigt à travers ma manche. J'ai baissé les yeux sur sa main qui agrippait mon bras. Je ne me suis pas dégagé. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement contracté mon biceps, le muscle se durcissant comme un câble d'acier sous le tissu. Ses doigts, rendus mous par des décennies de poignées de main dans des salles de conférences et de dîner au country club, ont glissé face à la résistance. J'ai saisi son poignet d'une main, et j'ai détaché sa prise de mon uniforme avec une facilité terrifiante. Comme on retire la main d'un enfant d'une plaque de cuisson brûlante. Il a reculé d'un demi-pas, les yeux écarquillés par une brève peur instinctive. Dans cette fraction de seconde, son corps a enregistré ce que son cerveau refusait d'accepter. Je pourrais lui casser le bras, sans même que mon rythme cardiaque n'augmente. C'est mon honneur, ai-je déclaré. Ma voix a baissé d'une octave, portant le poids absolu d'un commandement sur le champ de bataille. J'ai relâché son poignet, et je suis passé devant lui dans la nef. Son visage s'est contorsionné. Il s'est empressé d'ajuster sa cravate, lissant sa veste avec des mains tremblantes, reconstruisant son masque de contrôle. « Tu vas t'asseoir tout au fond », a-t-il sifflé à travers ses dents serrées, pointant du doigt vers l'arrière de la cathédrale. Pendant la cérémonie, le pasteur a appelé la famille proche à l'autel, pour recevoir la bénédiction traditionnelle. Ma mère était morte quand j'avais 12 ans. Cela aurait dû être mon père, Chloé et moi, debout devant cet autel. Je me suis levé du dernier banc, et je me suis avancé dans l'allée. Mon père a réagi vite. Il s'est placé directement sur mon chemin, bloquant l'allée avec son corps. Sa main a jailli, paume ouverte, doigts écartés, poussant l'air entre nous comme un mur. Il m'a foudroyé du regard, et a pointé un doigt tremblant vers l'ombre de la toute dernière rangée. Son message était absolu, je n'étais pas de la famille. J'ai reculé. Je me suis rassise dans le banc sombre. Le siège en bois a grincé sous mon poids. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai regardé la bénédiction depuis le fond de la cathédrale. Seul, alors que la lumière dorée des vitraux tombait sur tout le monde, sauf sur moi. La bataille n'était pas ici. Pas encore. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal du country club. J'ai franchi l'entrée voûtée, pour pénétrer dans une pièce conçue pour donner aux gens riches l'illusion d'être des rois. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond à caisson, projetant une lumière fragmentée sur des centaines d'invités, en robe de soirée et smoking sur mesure. Un orchestre de jazz jouait sur une scène surélevée au fond, les basses vibrant assez bas pour faire trembler le sol. D'immenses centres de tables floraux jaillissaient de chaque table VIP, débordant de roses blanches et de lierre retombant sur le lin blanc, comme des cascades de soie verte. L'air sentait le parfum hors de prix, le beurre fondu, et l'odeur sucrée et écœurante de vanille d'un gâteau de mariage à 5 étages, trônant sur un piédestal en marbre. Je suis passé devant les tables VIP. Devant la deuxième rangée de sièges. Puis la troisième. J'ai continué à marcher, jusqu'à ce que les lustres soient derrière moi, et que l'éclairage s'amenuise pour devenir une faible lueur institutionnelle. J'ai trouvé la table 12. C'était une minuscule table de cocktail nu, poussée directement contre la porte rouge de la sortie de secours, tout au fond de la pièce. Partiellement bloquée par une énorme colonne structurelle, qui me coupait du champ de vision de la salle principale. À côté de la table, assez près pour que je puisse la sentir, se trouvait une poubelle noire à hauteur de taille, avec un couvercle basculant. Le couvercle présentait une trace de glaçage au chocolat sur le bord, provenant d'une assiette à dessert jetée. C'était la déclaration ultime de mon père. Il avait placé sa fille aînée près des ordures. Je me suis assise. J'ai redressé les épaules, j'ai pressé ma colonne vertébrale contre la chaise en métal froide, et j'ai verrouillé mes yeux sur la table d'honneur, à 50 mètres de là. Où se trouvait Chloé dans sa robe blanche, Marcus à côté d'elle dans son smoking, et mon père présidant la pièce comme un roi contemplant son royaume. Un jeune serveur en veste blanche s'est approché de la section VIP, versant du champagne millésimé dans des flûtes en cristal avec une élégance exercée. Le liquide doré accrochait la lumière du lustre. Il a fait sa tournée dans les deuxième et troisième rangées, remplissant les verres, souriant, hochant la tête. Puis, il a atteint mon coin sombre. Son sourire s'est effacé. Il a posé un gobelet en plastique transparent sur ma table nue, et a versé de l'eau du robinet depuis un pichet en métal. La condensation a immédiatement coulé le long du plastique bon marché, s'accumulant sur la surface de la table.
Le serveur refusait de croiser mon regard. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il versait. Monsieur Miller a demandé qu'aucun alcool ne vous soit servi, a marmonné le serveur. Son visage est devenu d'un rouge profond et douloureux, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il est resté là un moment, coincé entre les ordres de mon père, et l'évidence de l'injustice de ce qu'il était en train de faire. Je pouvais le voir dans la façon dont sa mâchoire travaillait, dont ses yeux allaient et venaient entre les flûtes de cristal sur son plateau, et le gobelet en plastique qu'il venait de poser devant un officier militaire décoré. J'ai hoché la tête une fois, le libérant de son calvaire. Compris, ai-je dit doucement. Il s'est retourné et s'est littéralement enfui vers le bar. J'ai bu une gorgée de cette eau tiède. Elle avait un goût plat et métallique. Comme si elle stagnait dans le pichet depuis que la préparation en cuisine avait commencé, des heures auparavant. De l'autre côté de la pièce, les verres en cristal ont trinqué. Des rires ont éclaté de la table VIP. Mon père a levé sa flûte de champagne pour un toast, sa voix retentissant dans toute la salle de bal, louant sa belle-fille, son brillant gendre, et le glorieux avenir de la dynastie Miller. Il n'a pas mentionné mon nom. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. L'orchestre s'est arrêté de jouer. La pièce s'est tue. Chloé s'est levée de la table d'honneur, ses diamants accrochant le projecteur qui se braquait sur elle depuis le plafond. Elle a tapé sa cuillère en argent contre sa flûte de champagne en cristal, la note claire et résonnante tranchant à travers le murmure des 200 invités. Elle a souri. Elle a essuyé une larme élégante et travaillée, au coin de son œil avec un mouchoir en dentelle. Puis, elle s'est lancée dans un long discours mielleux. Elle expliquait à quel point son père était le plus grand homme qu'elle ait jamais connu. Comment il avait tout sacrifié pour sa famille. Comment son amour et son soutien avaient fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Puis, elle a marqué une pause. Ses yeux ont scanné la pièce, balayant lentement les tables avec une précision théâtrale. Jusqu'à ce qu'il se verrouille sur mon coin d'ombre derrière la colonne. Ses lèvres se sont retroussées en un rictus de mépris, que le projecteur a parfaitement capté. Aujourd'hui, notre famille a un invité très spécial, venu de loin, a-t-elle annoncé dans le micro. Sa voix dégoulinait d'un venin doucereux. Ma sœur, qui fuit toujours ses responsabilités familiales pour courir après des bêtises frivoles. Elle a levé son verre vers l'ombre. Levons nos verres à notre grande agente de sécurité. La pièce a explosé en rire cruel et résonnant. 200 voix rebondissant sur le plafond voûté, amplifiées par l'acoustique de la salle de bal, jusqu'à ressembler à des milliers. Des visages se sont tournés vers mon coin, plissant les yeux dans la pénombre, des sourires amusés s'étirant sur des joues poudrées et des mâchoires rasées de près. Les rires fusaient de toutes parts. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec ma sœur. Mon visage est resté un masque de granit sculpté. Sur mes genoux, sous la table, mes mains reposaient, parfaitement immobiles, les paumes à plat sur mes cuisses, les doigts détendus. J'étais un tireur d'élite derrière sa lunette. Ma respiration contrôlée, mon pouls régulier, attendant que la cible entre parfaitement dans le réticule. Les rires ont commencé à s'éteindre, mais l'air dans la salle de bal semblait épais et étouffant. Lourd de ce genre de silence qui précède juste une explosion. Être assise seule pendant que votre propre sang se moque publiquement de votre existence est une blessure profonde et étouffante que je sais que beaucoup d'entre vous portent. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Car personne ne devrait avoir à affronter seul la cruauté d'une dynamique familiale toxique. Mon père n'a pas pu résister. Le champagne, et son propre ego surdimensionné, avaient effacé les dernières traces de son self-control. Il a arraché le micro des mains de Chloé avant qu'elle ne puisse s'asseoir, manquant d'arracher le fil de l'enceinte. Il s'est levé de sa chaise, titubant légèrement, le visage luisant de sueur sous le projecteur brûlant. Il a écarté les pieds, bombé le torse, et pointé un doigt accusateur et tremblant, droit vers moi à travers la salle de bal. « Tu es la honte de cette famille, Diana » a-t-il hurlé. Sa voix, rebondissant sur les plafonds voûtés avec la force amplifiée du système de sonorisation. Toutes les conversations dans la pièce se sont tues instantanément. 200 visages se sont figés. Les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Les verres sont restés suspendus près des lèvres. Le seul son était le faible bourdonnement des haut-parleurs, et la respiration lourde et laborieuse de mon père. Je t'ai mise dans ce coin, pour que tu ne pollues pas la vue des invités distingués de ma fille, a-t-il continué, la voix de plus en plus forte, ses doigts pointant toujours dans ma direction.
Des veines saillaient sur son front. Ses yeux étaient vitreux et injectés de sang. Ton existence même, dans ce costume vérideux, me rend malade. Le silence dans la pièce est devenu violemment gênant. Les invités s'agitaient sur leurs chaises. Les regards s'abaissaient sur les nappes. Une femme à la table VIP a couvert sa bouche avec sa serviette. Les membres du groupe sur scène ont échangé des regards inconfortables. Mon père se tenait au centre du projecteur, respirant difficilement. Le visage tordu en un masque de pur mépris non dilué. Il s'attendait apparemment à ce que la salle applaudisse son audace. J'ai lentement repoussé ma chaise. Les pieds en métal ont raclé le parquet, tranchant le silence avec un bruit de tissu qui se déchire. Je me suis levé. J'ai redressé ma veste. J'ai ajusté les médailles sur ma poitrine avec 2 mouvements précis. Mais, avant que je ne puisse faire un seul pas en avant, un énorme fracas a éclaté depuis la table d'honneur. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers le bruit. Le capitaine Marcus venait d'abattre ses 2 poings sur le bois poli, avec assez de force pour renverser sa coupe de champagne. Il a envoyé une gerbe de champagne millésimée sur le lin blanc. Il m'a fixé à travers la salle de bal. Ses yeux étaient écarquillés, la couleur ayant complètement quitté son visage. Il a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Les muscles de sa mâchoire étaient tellement serrés, que je pouvais les voir se contracter à 50 mètres de là. Il m'a reconnu, dans cet uniforme. Avec ses médailles. Debout, de toute ma hauteur, dans cette lumière froide. Il a vu exactement qui j'étais. Pas la sœur invisible, pas l'agente de sécurité. Il a vu le colonel qui l'avait extirpé d'un camion en feu en Syrie, et qui l'avait porté à travers 6 miles, presque 10 kilomètres, en enfer. Marcus a sauté par-dessus la table d'honneur. Sa hanche a heurté un vase en cristal, qui est allé se fracasser sur le parquet. Des roses blanches se sont éparpillées sur le sol comme des grenades lâchées. Il a bousculé les arrangements floraux. Il a renversé une chaise, et a ignoré Chloé, qui criait son nom en s'agrippant à la manche de son smoking. Il s'est libéré de son emprise, sans regarder en arrière. Il a sprinté à travers la salle de bal. 200 invités ont regardé dans un silence stupéfait, le marié abandonner sa propre réception de mariage, et courir vers la femme assise à côté de la poubelle. Ses chaussures de ville martelaient le parquet à un rythme rapide et urgent. Il a parcouru les 50 mètres en quelques secondes. Il s'est arrêté à exactement 1 mètre devant moi. Sa poitrine se soulevait. Ses yeux étaient inondés de larmes, qui coulaient librement sur ses joues rougies. Il ne les a pas essuyées. Il a fait claquer ses lourdes chaussures habillées l'une contre l'autre. Le claquement sec du cuir sur le bois dur, résonnant dans la salle de bal comme un coup de feu. Chaque personne présente dans la pièce a tressailli. Puis, Marcus a porté sa main droite à son front, dans un salut militaire parfaitement rigide. Ses doigts tremblaient, mais son bras était verrouillé, droit, parfait. Le salut d'un soldat rendant les honneurs à un officier supérieur. Une femme à la table VIP la plus proche a halté. Une coupe de champagne a glissé des doigts de quelqu'un, et s'est brisée sur le sol. Personne n'a bougé pour nettoyer. Colonel, je vous prie de pardonner l'ignorance de ma famille, a rugi Marcus. Sa voix se brisait sous l'effet de l'indignation pure et de l'émotion. Ces mots ont frappé la salle de bal comme une onde de choc. Il a maintenu son salut, le corps tout entier tremblant. Puis, il a tourné les talons pour faire face à mon père. Arthur Miller se tenait figé à la table d'honneur, le micro pendant toujours de sa main inerte, la bouche ouverte. « Savez-vous qui vous insultez » a crié Marcus. La voix éraillée, son doigt pointé vers mon père, avec la même force accusatrice que mon père avait dirigée vers moi quelques instants plus tôt. C'est le colonel Diana Miller, commandant des opérations spéciales. Ce n'est pas un agent de sécurité. Marcus s'est avancé vers mon père, ses chaussures crissant sur le cristal brisé du vase. Son visage était contorsionné par une rage que j'ai reconnue. C'était la rage d'un soldat qui voit un camarade être déshonoré. Il a réduit la distance, jusqu'à se trouver à moins de 2 mètres du visage pétrifié d'Arthur Miller. C'est le héros qui a foncé dans une mer de feu au Moyen-Orient, et qui m'a porté sur son dos pendant 6 miles, pour m'arracher à la mort. La voix de Marcus s'est brisée sur le mot « mort ». Des larmes coulaient le long de sa mâchoire, goûtant sur le col de sa chemise de smoking blanche. Sans elle, il n'y aurait pas de mariage aujourd'hui. Ces mots ont explosé à travers la salle de bal. La mâchoire de mon père est tombée.
La couleur a quitté son visage si complètement, qu'il ressemblait à un cadavre debout dans un costume sur mesure. Le micro a glissé de ses doigts moites, et s'est écrasé sur le parquet, dans un crissement de Larsen strident, qui a poussé la moitié de la salle à se boucher les oreilles. Chloé s'est effondrée en arrière sur sa chaise à la table d'honneur, ses mains volant vers sa bouche. Son collier de diamants se balançait contre sa poitrine haletante. Ses yeux étaient écarquillés, sans ciller, me fixant comme si elle me voyait pour la première fois de sa vie. Toute la salle de bal a retenu son souffle. Le major Davis, le vétéran à la retraite du dîner de répétition, qui avait reconnu ma prestance, a été le premier à bouger. Il a repoussé sa chaise de la table, avec une force délibérée et mesurée. Les pieds de la chaise ont grincé contre le bois dur. Il a jeté sa serviette en lin sur la table, a redressé les épaules, a tendu la colonne vertébrale, et m'a adressé un salut militaire impeccable. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, avec une clarté absolue. Il a maintenu son salut avec la fermeté d'un homme, qui avait rendu les honneurs un millier de fois auparavant. En quelques secondes, un effet domino a traversé la pièce. À la table derrière le major, un homme aux larges épaules dans un costume gris foncé s'est levé, et a salué. Puis, une femme à 3 tables de là, ses cheveux argentés épinglés sous un petit chapeau, s'est levée de son siège, et a placé sa main sur son cœur. 5, puis 10, puis 20 hommes et femmes dispersés dans la salle de bal se sont levés, un par un. Certains exécutant un salut militaire complet, d'autres pressant leur paume à plat contre leur poitrine. Des investisseurs, des politiciens, des officiers à la retraite. Des vétérans cachés, qui avaient enfoui leur service sous des costumes civils pour la soirée. Ils se sont levés. Ils ont reconnu l'uniforme. Ils ont reconnu les médailles. Ils ont reconnu ce que mon père avait essayé d'enterrer, à une table à côté d'une poubelle. Les journalistes que mon père avait engagés, pour photographier son événement familial parfait, ont vu ce qui se passait. Les flashs des appareils photo ont éclaté à travers la pièce, comme des éclairs blancs. Les cliquetis des obturateurs ont crépité en rafales rapides. Les photographes se sont pressés à travers les tables. Leurs objectifs n'étaient pas braqués sur la mariée, ni sur le gâteau, ni sur les décorations scintillantes. Mais sur les vétérans debout, et sur le colonel en uniforme vert, au fond de la pièce. Il assistait à la destruction de l'héritage Miller en temps réel, et chacun d'eux le savait. La panique a saisi les yeux de mon père. Le sang s'est retiré de son visage, puis a reflué en une poussée cramoisie marbrée. Il voyait son empire commercial s'évaporer en temps réel. Chaque flash d'appareil photo était un gros titre. Chaque salut était un actionnaire qui se retirait. Il a trébuché à travers le sol de la salle de bal, se faufilant entre les tables, heurtant des chaises. Ses chaussures polies glissaient sur les pétales de roses éparpillés, du centre de table brisé. Il m'a atteinte, et a désespérément attrapé ma main avec ses 2 mains. Plaçant un sourire horrifiant et tremblant sur son visage, pour les caméras. Ses paumes étaient glissantes de sueur. Son eau de colonne ne parvenait pas à masquer l'odeur acre et piquante de la peur, qui se dégageait de sa peau. Diana, ma fille, je ne savais pas, a-t-il balbutié. Sa voix était aiguë et faible. Dépourvue de la moindre once de l'autorité retentissante qu'il avait maniée quelques minutes auparavant. Ses yeux allaient et venaient entre mon visage et les objectifs des caméras qui nous entouraient. C'est juste un malentendu. Écoute, souris simplement. Dis-leur que j'ai toujours été fier de toi. Pour protéger la réputation de notre famille, s'il te plaît. J'ai arraché ma main de sa prise. Ses doigts ont éraflé mes jointures alors que je me dégageais. J'ai baissé les yeux vers lui. Il était plus petit que moi. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Ou peut-être, l'avais-je toujours regardé d'en bas, de la façon dont un enfant regarde un géant. Ce n'était pas un géant. C'était un petit homme terrifié, dans un costume qui coûtait plus cher que ne valait sa personnalité. Je ne l'ai pas regardé avec colère. La colère nécessitait un investissement émotionnel. Je l'ai regardé avec un dégoût absolument glacial. La même expression que j'utilisais lorsque j'examinais les débris, d'une position ennemie détruite. Tu as définitivement perdu le droit d'utiliser le mot famille avec moi, ai-je déclaré clairement. Ma voix était calme, posée, et exactement assez forte, pour que chaque enregistreur de journaliste capture chaque syllabe. Les caméras ont flashé, les obturateurs ont cliqueté. Les soldats là-bas m'appellent commandant, ai-je dit, relevant le menton vers les vétérans debout, qui maintenaient toujours leur salut à travers la salle de bal.
Je me suis rapproché de mon père. Assez près pour voir les perles de sueur individuelles couler le long de ses tempes. J'ai baissé la voix, dans un registre que lui seul pouvait entendre. Assez bas pour couper à travers le bruit. Assez froid pour glacer le sang dans ses veines. Pour moi, à partir de ce moment, tu n'es plus qu'un étranger. Doté du caractère le plus pauvre que j'ai jamais connu. Son visage s'est effondré. Chaque muscle de sa mâchoire, de ses joues, de son front s'est affaissé simultanément. Comme si les fils invisibles qui maintenaient son masque en place avaient été coupés d'un seul coup. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Ses mains sont retombées le long de son corps, molles et inutiles. J'ai reculé. J'ai ajusté mes poignets avec 2 mouvements précis, tirant chaque manche exactement à un quart de pouce au-delà de l'ourlet de la veste. Je l'ai regardé une dernière fois. Ta carrière d'acteur est terminée. J'ai tourné le dos à Arthur Miller. J'ai descendu l'allée centrale de la salle de bal, mes bottes de combat frappant le parquet à une cadence lente et mesurée. Les vétérans debout bordaient mon chemin comme une garde d'honneur. Leur salut tenait bon alors que je passais. Les flashs des appareils photo crépitaient sous tous les angles. Je ne me suis pas retourné pour regarder Chloé sangloter à la table d'honneur, son mascara coulant en traînées noires sur ses joues. Ces demoiselles d'honneur figées sur leurs chaises, la bouche bée. Je ne me suis pas retourné vers mon père, qui tombait à genoux sur le parquet, alors que la meute de journalistes se refermait autour de lui, leurs microphones et leurs enregistreurs tendus en avant comme des armes. Marcus s'est replacé à mes côtés. Il ne m'a pas touché. Il est simplement resté là, au garde à vous, son salut toujours rigide. Sa mâchoire était tellement serrée, que les tendons ressortaient sur son cou. Il avait choisi. Entre la famille de sa nouvelle femme, et l'officier qu'il avait porté hors d'une fournaise. Il avait choisi sans hésitation. J'ai poussé les lourdes portes en acajou du country club des 2 mains. Elles se sont grandes ouvertes, et la nuit fraîche et silencieuse a balayé mon visage. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, solide et définitif. Le chaos étouffé de la salle de bal s'est évanoui dans l'obscurité. Je me suis tenu sur les marches de pierre. Le ciel au-dessus était clair, noir et plein d'étoiles. J'ai pris une grande inspiration d'air froid, et je l'ai retenu dans mes poumons pendant 4 secondes. J'ai expiré lentement. Mes mains pendaient à mes côtés, détendues et immobiles, pour la première fois en 3 jours. Je suis retourné à la base le lendemain matin, et je suis allé directement au bureau du général Sterling. Il se tenait derrière son bureau quand je suis entré, les bras croisés sur la poitrine, avec une légère trace de ce qui aurait pu être un sourire au coin de la lèvre. L'écran de son ordinateur était ouvert sur un fil d'actualité. Les images du mariage étaient déjà devenues virales. Chaque grande organisation de vétérans, chaque réseau de soutien militaire, et la moitié des chaînes d'information du câble, avaient repris l'histoire. Le gros titre à l'écran disait « Un titan de l'entreprise humilie publiquement sa fille, héros de guerre décoré, lors d'un mariage familial ». Le clip vidéo de Marcus me saluant à la table près de la poubelle, avait été visionné plus de 4 millions de fois en 12 heures. Les retombées ont été rapides et impitoyables. La communauté des vétérans s'est mobilisée en quelques jours. L'appel au boycott contre l'entreprise d'Arthur Miller s'est répandu sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Ces plus gros contrats de défense gouvernementaux, ceux qui nécessitaient la confiance du public et l'approbation de l'armée, ont été gelés, dans l'attente d'un examen. Les actionnaires ont vendu massivement leurs actions dans des vagues de panique. En 3 semaines, la capitalisation boursière du groupe Miller s'était effondrée de 60%. Les analystes financiers ont qualifié cela de « faillite due à la réputation la plus rapide de l'histoire des affaires ». Les membres du conseil d'administration ont démissionné en masse, publiant des déclarations publiques, pour se distancier de la conduite personnelle d'Arthur Miller. Le bureau d'angle qu'il avait vénéré toute sa vie a été vidé. Des déménageurs ont emporté son bureau en acajou, ses portraits à l'huile, ses carafes en cristal. Tandis que la sécurité montait la garde dans le hall. Son nom, autrefois affiché en lettres de laiton polies de près d'1 mètre de haut au-dessus de l'entrée, a été arraché de la façade. Il a été remplacé par une plaque de béton vierge, qui fixait la rue comme une dent manquante. Le mariage de Chloé avec Marcus est devenu un cauchemar dont elle était elle-même l'auteur. Marcus a refusé de pardonner sa cruauté envers moi. Il a déposé une demande de séparation légale dans les 2 semaines suivant le mariage. Il a déménagé sur la base, et a demandé un transfert vers une unité située à 3 états de là.
Chloé s'est retrouvée seule dans le domaine Miller. Entourée de pièces vides, de fleurs fanées d'un mariage gâché, et d'un collier de diamants qui n'impressionnait plus personne. L'enfant gâté a découvert que l'or ternit, quand l'homme qui le paie fait faillite. Je n'ai pas laissé l'élan s'éteindre. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas donné d'interview. J'ai travaillé. En utilisant ma solde militaire accumulée, mon modeste portefeuille d'investissement que j'avais bâti avec discipline sur 20 ans de service, et le soutien financier du général Sterling et d'une coalition d'officiers supérieurs à la retraite. J'ai lancé la Fondation Sentinelle. Nous avons mis sur pied un groupe de travail juridique et psychologique. Dédié uniquement à la protection des soldats en service actif et des vétérans contre la violence financière, le vol d'identité, et la manipulation psychologique de la part de membres toxiques de leur famille. J'ai embauché 3 avocats spécialisés dans le droit de la famille militaire, 2 jurys comptables, et une équipe de conseillers en traumatologie. Des personnes qui comprenaient l'intersection spécifique du stress lié au combat, et de la trahison domestique. Nous avons créé une ligne d'assistance téléphonique. Nous avons créé un fonds de défense juridique. Nous avons mis en place un réseau sûr pour les soldats qui se faisaient saigner à blanc, par les personnes même qui étaient censées être leur foyer. J'ai utilisé mon propre traumatisme comme une arme. J'ai transformé la douleur d'avoir été banni à une table à côté d'une poubelle, en un bouclier pour chaque soldat qui a un jour été traité de la même manière par son propre sang. Aucun soldat sous la surveillance de la Fondation Sentinelle ne serait jamais plus réduit au silence par la honte d'une famille qui le traite comme un fardeau. Pas tant que je respirerai. Après avoir obtenu le financement pour la première année de la Fondation, et embauché l'équipe de base, je me suis assise à mon bureau en métal dans le bureau de commandement, une dernière fois. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de moi, avec le même bruit blanc et plat qu'elle produisait depuis 20 ans. J'ai ouvert le tiroir du bas, et j'ai sorti la pile de formulaires vierges que je gardais depuis des mois, des papiers de libération honorable. J'ai rempli chaque champ avec un stylo noir. Mon écriture était précise et ferme. Nom. Grade. Numéro de matricule. Année de service actif, 20 ans. 2 décennies dans l'uniforme qui m'avait sauvé la vie. Qui m'avait donné un but. Qui m'avait appris ce qu'était la seule famille qui ne m'avait jamais trahi. Je me suis levé, et j'ai marché dans le couloir, jusqu'au bureau du général Sterling. Il a pris les papiers de mes mains sans un mot. Il les a lus lentement, ses yeux parcourant chaque ligne. Quand il a terminé, il a posé les papiers sur son bureau, s'est levé, et a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poigne était ferme et chaleureuse. Il m'a adressé un signe de tête fier et silencieux. Pas de discours. Pas de cérémonie. Juste la compréhension silencieuse de 2 soldats, qui avaient dit tout ce qui devait être dit il y a longtemps. J'ai fait mon sac marin pour la dernière fois. Les boutons en laiton de mon uniforme de cérémonie ont cliqueté les uns contre les autres, à l'intérieur de la lourde toile. Tout en pliant la veste avec un soin méticuleux, appuyant sur chaque pli avec ma paume, j'ai zippé le sac. Le bruit métallique a été sec dans la caserne silencieuse, le même son qui avait déclenché ce voyage 3 semaines plus tôt. J'ai jeté le sac sur mon épaule. J'ai acheté une petite maison en bois robuste, sur une portion de côte tranquille, à 300 miles, près de 500 km, du domaine Miller. L'agent immobilier l'avait appelée, une maison à rénover. Je l'ai appelée la mienne. Le porche était orienté à l'est, surplombant une plage rocheuse où les vagues se brisaient avec un rythme régulier, contre le sable noir. Le voisin le plus proche était à 800 mètres de là, sur la route. Le silence était immense. Ce matin, je me suis tenu sur mon porche arrière, tenant une tasse de café noir. Le goût sombre et amer pesait lourdement sur ma langue. Le vent fouettait le sel marin contre mon visage, piquant les légères cicatrices sur mes jointures, là où mes ongles avaient été arrachés en Syrie. Mon téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, à l'intérieur, silencieux. Il ne sonnait pas pour des exigences. Il n'y avait pas de faux sourires à arborer, pas de manipulation à décoder, pas de portrait de famille dont on m'effacerait. J'ai regardé le soleil se lever à l'horizon, projetant une douce lumière dorée sur l'eau, et sur mes mains cicatrisées, qui entouraient la tasse en céramique. La chaleur s'est répandue sur mon visage, sur mes yeux fermés, sur la vieille ligne de fracture de ma clavicule, qui me faisait encore souffrir les matins froids. J'ai pris une grande inspiration d'air marin, et je l'ai laissé remplir complètement mes poumons. Le sel, le froid, et la liberté. J'étais libre. S'éloigner d'une famille toxique n'est pas un échec.
c'est l'ultime victoire pour votre propre paix intérieure. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à partager vos propres histoires de libération dans les commentaires ci-dessous.